Puisque la souffrance dans notre monde résulte si souvent du manque d'accès à l'énergie, j'ai réalisé qu'une énergie gratuite, illimitée et propre constituerait l'une des avancées les plus marquantes de l'histoire. Plus qu'améliorer, cela pourrait carrément transformer la qualité de la vie sur cette planète. J'ai donc commencé à me demander qui d'autre avait connaissance de ce modèle, de cette puissante source d'énergie potentielle. Lors du symposium, des scientifiques m'ont montré comment le Thor avait été encodé par différentes cultures depuis des millénaires. Apparemment, les cultures ancestrales ont ancré ce code dans les formes les plus durables dont elles disposaient, dans les histoires, les icônes, les alphabets et les constructions. Nous voici sur l'un des plus vieux sites sacrés du monde, le temple d'Osiris à Abydos, en Égypte. Très peu d'écrits ont été trouvés dans le temple d'Osiris. Cependant, il existe une information très importante dans ce temple, sous la forme d'un dessin à peine visible, mais clair et précis. Il n'est pas gravé dans la roche. Il n'est pas sculpté. De manière extraordinaire, il est brûlé dans la structure atomique de la roche. Nassim a décodé le symbole d'Osiris en 3 dimensions. Étant donné que notre monde n'est pas en 2 dimensions, il est logique que les codes donnant des informations à son sujet ne soient pas limités à des représentations plates. Sa version tridimensionnelle du symbole d'Osiris commence par le vector equilibrium, un champ de force parfaitement équilibré, avec 12 lignes d'énergie égales qui rayonnent. Elle stabilise son centre comme les 12 rayons d'une roue. Le modèle primaire du flux d'énergie équilibré autour de cette structure est le Thor. Nous passons maintenant au niveau suivant, plus vaste, avec un total de 64 pyramides appelées tétraèdres. Si nous plaçons des sphères dans la représentation du champ d'énergie toroïdal entourant chacune des pyramides et que nous écartons les pyramides, nous nous retrouvons avec une matrice qui, étonnamment, se superpose exactement à l'icône d'Osiris. Un modèle en 3 dimensions de celui brûlé dans le mur du temple égyptien il y a des milliers d'années. Maintenant, changeons de continent, passons de l'Égypte à la Chine, où la même géométrie apparaît sur un autre site sacré construit en 1420. Rendons-nous à la cité interdite, où résident les dieux du soleil, et où l'on trouve à l'entrée les chiens fous, gardiens de la connaissance. Ils gardent la connaissance sous leurs pattes. La même géométrie de 64 unités d'énergie est de nouveau encodée. Je me suis alors demandé si le fait que le même dessin apparaisse dans des lieux importants sur 2 continents différents était une simple coïncidence. Mais ensuite, Nassim m'a montré que cette géométrie de 64 unités d'énergie est encodée dans différentes cultures tout au long des siècles, partout dans le monde. L'arbre de vie kabbalistique hébreu crée également une structure identique, le vector equilibrium, y est de nouveau intégré à chaque niveau. L'antique sagesse chinoise intitulée Yi Jing est basée sur 64 hexagrammes, symboles composés d'une série de 6 lignes, certaines continues, d'autres cassées. Ceux-ci, une fois assemblés comme les 6 bords d'un tétraèdre, forment le cristal à 64 tétraèdres. Le même modèle réapparaît dans la recherche scientifique moderne. La double hélice se caractérise par un alphabet de 64 codons utilisés pour encoder notre ADN humain. J'avais constaté que la connaissance de la géométrie vivante de l'univers était très avancée il y a des milliers d'années. Mais comment donc pouvait-il en savoir autant ? La plupart des histoires de l'Égypte ancienne, des Mayas et des Incas, évoquent les dieux du soleil descendant sur la terre
et enseignant aux hommes l'ingénierie, l'écriture et toutes leurs sciences. J'ai commencé à me demander si tous ces dieux du soleil n'étaient pas des civilisations avancées provenant d'une autre partie de notre galaxie. Dans beaucoup de cultures anciennes, les textes les décrivent comme arrivant dans des bateaux volants, ou dans la tradition védique, des machines volantes, etc. La venue de ces dieux du soleil a été mentionnée à maintes reprises à travers l'histoire. Se pourrait-il que ces premiers pilotes d'au-delà de notre monde soient à l'origine du partage de ce code? Se pourrait-il qu'ils exploitent vraiment son pouvoir pour se propulser à travers le cosmos? Je ne pensais pas que mes recherches me mèneraient jusque-là, et ces notions ont ébranlé mon univers. Mais Nassim disposait de preuves imposantes pour appuyer ses théories, et je ne voyais pas d'autre moyen rationnel permettant d'expliquer que des concepts mathématiques et physiques avancés remontent à plus de 3000 ans. J'ai fait appel à l'un des chercheurs les plus expérimentés, le Dr Stephen Greer, fondateur du Centre d'études de l'intelligence extraterrestre. Il a mené des centaines d'entretiens avec des témoins militaires et gouvernementaux haut placés. Donc lorsque nous parlons d'intelligence extraterrestre, nous parlons de civilisations douées de sensations comme nous, mais dont les technologies et peut-être les capacités sociales sont telles qu'elles ont été capables de devenir des civilisations interstellaires ou interplanétaires. Si vous considérez le fait que les estimations les plus prudentes suggèrent que dans la galaxie de la Voie lactée, il existe au moins 10 000 planètes identiques à la Terre, avec une vie intelligente, et qu'il est probable qu'au moins la moitié soit au moins aussi avancée que nous, il devient presque certain qu'il existe une vie intelligente en dehors de la Terre, qui maîtrise les lois de l'univers au-delà de ce qui est actuellement enseigné au MIT et à l'Institut de technologie de Californie, suffisamment pour être capable d'effectuer des transferts à travers l'espace-temps, en temps réel, sur de grandes distances interstellaires. Nous disposons de plus de 4000 cas d'objets ayant atterri sur la Terre ferme et ayant laissé une preuve physique de leur passage. Nous disposons de plus de 3500 cas de pilotes rapportant ces faits. Nous disposons de centaines de cas, y compris celui du plus éminent chercheur de l'administration fédérale de l'aviation civile américaine, John Callahan, ainsi que de nombreux autres opérateurs ayant pu suivre sur radar ces objets parcourant des dizaines de milliers de kilomètres par heure ou se dématérialisant et réapparaissant ensuite à un autre endroit du ciel. Oui, il y a bien eu visite extraterrestre. Il y a eu des vaisseaux écrasés. Il y a eu des matériaux et des corps récupérés. Nous sommes en contact avec des étrangers qui ne viennent pas d'un autre pays, mais d'un système solaire différent. Et j'ai été complice de cela. J'ai vu des documents faisant référence au Roosevelt rapportant plusieurs exemples d'objets volants non identifiés, et ce particulièrement après le chargement à bord d'armes nucléaires. Et mon commandant m'a dit « Jordan, qu'as-tu dans ton journal de bord? Ce n'est jamais arrivé. » Les membres d'équipage qui étaient de service ainsi que ceux qui venaient de terminer ont tous vu l'OVNI voler en plein ciel. C'était un objet métallique circulaire et d'après ce que j'ai compris, les missiles étaient à l'arrêt. Cela signifie qu'ils étaient hors service. Quelque chose avait mis ces missiles hors service. Maintenant, rappelez-vous, ces objets volent à plusieurs milliers de kilomètres par heure. Cette chose tire un faisceau lumineux vers l'ogive, la touche, puis repart dans les airs. Alors que nous sommes tous ébahis, elle tire à nouveau, fait le tour, tire encore, puis encore, et disparaît comme elle est venue, et l'ogive est HS. À ce moment-là, nous avons eu la sensation d'avoir été en présence d'extraterrestres. Ils ont pris le film, ont dévidé la pellicule jusqu'à l'endroit où apparaissait l'OVNI, puis ils ont pris une paire de ciseaux et ils ont coupé. Ils ont mis cette partie sur une autre bobine et l'ont rangée dans leur porte-documents. Ils ont rendu le reste du film au Major Mandsman et lui ont dit « Pas besoin de vous rappeler, Major Mandsman, la gravité d'une atteinte à la sécurité nationale, n'est-ce pas? Nous considérons que l'incident est clos. » Allez raconter que vous avez été impliqué dans un incident avec un OVNI. On vous regardera en se disant qu'on ferait mieux de vous passer la camisole.
Parmi toutes les preuves attestant de l'existence des ovnis, un phénomène extraordinaire ne cesse de me surprendre et de m'inspirer. Il s'agit, un peu partout dans le monde, de l'apparition des crop circles, cercles dans les champs. Ces formes élaborées apparaissent mystérieusement dans les cultures de céréales, de telle manière que les tiges sont couchées, mais pas coupées. 5000 de ces formes sont apparues dans 30 pays, essentiellement en Angleterre. Les médias ont incité beaucoup de gens, moi y compris au début, à voir dans ces formes un canular, l'œuvre d'un petit réseau de blagueurs agissant la nuit. Bien sûr, il y a eu de fausses versions, mais celles réalisées par la main de l'homme sont grossières en comparaison avec la majorité de ces élégantes créations. Les blagueurs ont-ils pu créer l'ensemble des 5000 formes répertoriées? Un petit nombre de personnes équipées de cordes et de planches a-t-il pu créer quelque chose d'aussi complexe et beau, en plein milieu de la nuit, sous une pluie battante et sans laisser d'empreinte dans le sol? Le champ magnétique à l'endroit où les cultures ont été couchées pour créer l'image est souvent chargé en électricité statique. Certaines de ces surfaces